Bonjour à tous et merci d'être une fois de plus au rendez-vous. Nos invités du jour ont décidé de lever un tabou sur notre plateau, celui de leurs racines. Ils ont trouvé le courage de dépasser la honte qu'ils ressentent vis-à-vis du milieu dans lequel ils ont grandi. Et aujourd'hui, dans toute une histoire, ils vont lever le voile sur cette enfance qu'ils ont longtemps préféré cacher. On va tout de suite ouvrir la première partie de notre émission. Un héritage trop lourd à porter. Bonjour Lise. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est la première fois que vous allez évoquer ouvertement votre histoire. Comment décririez-vous l'environnement dans lequel vous avez grandi? Alors, j'ai grandi à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs et ils étaient pauvres, très pauvres. Donc on vivait dans l'inconfort et la misère. Vous éprouviez un sentiment de honte? Oui, oui. Dès le plus jeune âge? Dès le plus jeune âge, oui. À l'école, les enfants... Dès que vous êtes allé à l'école? Oui, les premiers jours, tout de suite. Les enfants, ils étaient ils jugeaient beaucoup, ouais. Très cruels. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ressentaient en vous regardant? En quoi vous étiez différente d'eux? Les habits, les vêtements. J'avais des vêtements qu'on me donnait, donc ils étaient retouchés. Je faisais très peu attention à moi. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est que tous ces cajots derrière? Mes parents faisaient des salades, donc c'était les cajots pour emballer les salades. Voilà. Donc ce sentiment de honte, vous l'avez éprouvé longtemps? Très longtemps, oui. Très longtemps. Pendant toute votre scolarité? Toute ma scolarité et même après. Ouais. Est-ce que vous l'éprouvez encore aujourd'hui? Beaucoup moins, ça va mieux. J'ai tourné la page, enfin je suis en train de tourner la page. Qui connaît votre histoire dans votre entourage? Ma famille. J'ai beaucoup de mal à en parler aux amis. Donc pour l'instant, Mais vous avez du mal à parler de quoi en fait? De mon passé, de ma misère et surtout le fait que j'ai raté ma scolarité. Pour moi, j'ai raté ma scolarité, donc... Vous l'avez raté parce que vos parents n'avaient pas les moyens de vous offrir une scolarité ou Les élèves, j'étais humiliée, donc je me sentais mal, j'avais honte, Donc il est arrivé un moment où vous n'avez plus envie d'aller à l'école? J'ai baissé les bras, j'ai baissé les bras et je ne travaillais plus, j'ai abandonné. Vous êtes allé jusqu'où? Jusqu'à 16 ans. Jusqu'à quel niveau? Troisième. Vous viviez dans quelles conditions chez vos parents? On habitait dans des ruines, donc pas du tout de confort, pas d'électricité, pas d'eau. On a vécu dans des camions. C'était vraiment, il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage. C'était beaucoup de... Souvenirs difficiles. Ouais. C'est en images que nous allons en savoir plus sur ces racines que vous avez tant de mal à évoquer par peur d'être jugés. Nous sommes venus à votre rencontre dans les Alpes-Maritimes et vous êtes retournés aux côtés de notre équipe sur les traces de votre enfance. On regarde et on vous retrouve juste après. Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Lise, 28 ans, habite ce quartier résidentiel sur les hauteurs de la ville. Ça fait 3 ans que j'habite ici. C'est mon petit cocon, j'y suis bien. C'est tranquille, c'est calme, c'est modeste. C'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais. J'ai pas connu le confort avant mon âge adulte. C'est à une quarantaine de kilomètres de là, en pleine campagne, que Lise a grandi dans une famille d'agriculteurs modestes. Une enfance précaire qui l'a marquée à tout jamais. Ce matin, la jeune femme a donné rendez-vous à sa mère, Viviane, près d'un terrain sur lequel elles ont vécu. Mère et fille y reviennent ensemble pour la première fois depuis 10 ans. J'ai pas eu une enfance normale. On n'avait pas à manger. On n'avait pas, quand on allait faire les courses, il fallait tout compter. Oui, on mangeait souvent des pâtes. Des courgettes, oui. Des courgettes bouillies. Si tu disais pas où tu habitais, personne ne s'apercevait, à part quand on venait te chercher, mais tu étais toujours habillée propre, bien. C'est vrai que j'allais t'acheter une fois le pantalon à la rentrée et que tu le gardais jusqu'au bout. Ouais, donc voilà, j'étais pas à la mode, on n'allait pas au cinéma, on n'allait même pas à la plage, on pouvait rien faire. Ça n'a pas été facile. Au fil de la conversation, les souvenirs d'un temps révolu remontent à la surface. J'avais honte de la façon dont on vivait avec mes parents parce qu'il n'y avait pas de confort, c'était très rustique, c'était vraiment la campagne, la boue. C'était très dur d'aller le matin à l'école.
J'étais un peu mise à l'écart par les autres enfants, les autres élèves. J'ai arrêté l'école à 16 ans et c'est vrai que ça m'a... C'est aussi c'est dur d'en parler. Ma fille. Vous allez directement au chat. Hein. Moi, je me suis occupé des chiens, donc vous êtes tranquille là-dessus. Et on va directement s'occuper des matous. Depuis 4 ans, Lise travaille dans cette pension pour animaux. Une opportunité professionnelle qui lui a permis de prendre un nouveau départ. J'ai commencé par technicienne de surface. Et puis un jour, Serge m'a proposé d'être assistante de direction. Donc j'ai accepté. Un peu stressant au début de ne pas savoir si j'allais y arriver. Mais finalement, ça s'est très bien passé. D'accord? Oui. C'est paillote, hein, vous m'avez dit. Je me sens épanouie, ça m'a apporté beaucoup de responsabilités. J'ai bien repris confiance en moi. Ça s'est bien passé? Ouais, super. À la fenêtre. C'est ça. Alors, Paillote, Ouais. pas diabétique, Ouais. à 3 pattes, Bien, sympa. blanc. Voilà. Bon, nickel. Serge, le gérant de l'établissement, ne tarit pas d'éloges sur le travail de la jeune femme. Lise répond à toutes mes attentes. J'ai vraiment rien à dire. Hein. Je pars tranquille. Il n'y a pas de bourde. Elle est complètement investie. Et c'est tout ce que j'attends, moi. Je peux déléguer tranquille. Je dors sur mes 2 oreilles. Une belle réussite qui sonne aujourd'hui comme une revanche pour Lise. Quand on veut réussir, on peut, il faut y croire, il ne faut pas perdre espoir. Si on a de l'ambition, c'est pas parce qu'on est né dans la misère que ça on le restera toujours, il faut y croire. Alors déjà, Lise, bravo pour ce parcours. On a découvert dans ce reportage que vous êtes restée très proche de votre mère, même si vous avez tout fait pour évoluer, pour quitter ce milieu dans lequel vous avez grandi. Comment d'ailleurs votre mère vit-elle le fait que vous ayez eu envie de vous démarquer de ce passé? Elle est fière de moi maintenant. Yvonne est avec nous. Merci d'être là, Yvonne. Vous allez nous aider à mettre des mots sur ce sentiment de honte qu'éprouvent nos invités aujourd'hui. Une première réaction peut-être à l'histoire de Lise. Déjà, on voit chez Lise que la honte, c'est quelque chose de très intériorisé, qui est très secret. Elle ne peut pas l'exprimer, cette honte. Et surtout, cette honte, ça n'a rien à voir au fait qu'elle aime toujours ses parents, qu'elle est en lien, mais ça a à voir avec l'humiliation subie dès l'école. C'est-à-dire que c'est l'humiliation des autres, le regard des autres qui vous dit être différente d'eux, qui vous met à l'écart et qui fait en sorte que cette honte devient quelque chose de dur à vivre et qui est quasiment physique. D'ailleurs, on dit rougir de honte. Donc on voit bien qu'elle est très intériorisée. Ensuite, il y a ce désir de vous en sortir à tout prix. Parce que dès lors qu'on a ce sentiment, il faut absolument sortir de ce milieu. On rêve, on a un idéal et on fait tout d'une manière d'ailleurs silencieuse pour y parvenir. C'est ce que vous avez fait. Mais il faut bien souligner qu'on peut avoir honte du milieu dans lequel on est sans avoir honte totalement de ses parents et tout en les respectant et en les aimant. Guillemette est avec nous. Guillemette, c'est un joli prénom. Alors, vous avez un parcours à la fois opposé, mais aussi très similaire à celui de Lise. Dans quel genre de famille avez-vous grandi? Famille d'aristocrates. Ouais. Et donc, effectivement, je suis totalement à l'inverse de Lise, mais je me retrouve en elle. Parce que pareil, j'ai été mise en marge directement. Alors, c'est-à-dire que vos parents étaient quoi alors? Mon père et ma mère sont comtes et comtesses. Et j'ai vécu dans une petite ville où j'étais à peu près la seule, grosso modo. La seule quoi? La seule aristocrate, la seule... donc j'ai tout de suite, dès le CP, je pense, j'ai senti une différence d'abord vestimentaire. Ouais. Ça, vous étiez habillée j'étais comment? chic, on va dire chic, parfaite, les petites chaussures. On était souvent avec mes sœurs habillées pareil, Alors, Claudine. Quel est votre patronyme? Comment vous appelez-vous? Guillemette Le Vallon de la Ménaudière. Comment? Le Vallon de la Ménaudière. Le Vallon de la Ménaudière. Et donc c'est très long déjà, Guillemette. Ah, pour les interros surprises Souvent on me difficiles. disait, mais attends, on te demande ton prénom, et mon prénom c'était Guillemette. Donc j'avais des copines, Anne, Catherine, Guillemette c'était déjà un peu lourd, mais alors la totalité... Alors ça veut dire que vous avez vécu dans un château? Et c'était un gros château?
C'était assez impressionnant dans cette petite ville pour que tout d'un coup on nous appelle les châtelains du coin, quoi. Donc ça veut dire que vous vous sentiez exclu par rapport à vos camarades? Non, mais il a fallu que je bataille sec pour faire ma place. Donc oui, c'était pénible parce que on n'avait pas la télé, j'avais pas les mêmes chaussures que mes copines, j'avais pas, voilà, c'était pas j'avais vraiment envie de leur ressembler, quoi. Vous auriez préféré vous appeler Dupont? Ah bah carrément, oui. Carrément, sans problème. C'est à l'âge de 7 ans que vous avez exprimé votre mal-être pour la première fois. Ça s'est traduit comment? J'ai fait une fugue. Je suis allée, on prenait le car à la sortie de l'école, toute petite, et j'ai décidé d'aller chez la fille du chauffeur de car. Alors, évidemment, l'opposé de moi, et je suis partie plusieurs heures chez eux, alors que mes parents, évidemment, me cherchaient, la police, tout ça. Et alors, pour vous, c'était un acte de génial. rébellion incroyable. Génial. On était... pour moi, c'était comme un no man's land, quoi. Je suis arrivée là-bas, on faisait ce qu'on voulait, les parents étaient à peine là, on n'a rien fait, quoi. On n'a rien fait, mais c'était top. Ouais. Cette fugue, j'imagine que vous avez dû vous faire... non? Ah bah carrément. Qu'est-ce qui s'est passé? Sans explication, ma mère, au lieu de me dire j'ai eu une peur effroyable, ça a été une bonne engueulade et le lendemain, à l'école, j'ai été montrée du doigt. Enfin bon, ça a été Punition? quelque chose. Vous avez été punie? Ah, j'ai été punie, oui. Vous êtes allée où? Dans le pigeonnier? Non, rien que le fait que la maîtresse raconte ça aux camarades, ça a été déjà, pour moi qui voulais être carrément transparente dans la masse, alors là... une humiliation. Ça a été, terrible. À l'adolescence? À l'adolescence, il y a eu un truc vraiment incroyable, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu changer de famille. Ah bon? En me disant, bon, cette famille, c'est pas possible, c'est pas la mienne. Donc un jour, j'ai décidé de vouloir changer de famille. Et j'ai dit à ma mère, voilà, vous vouliez la famille Groseille, vous? Comme dans la non, vie parce que pour la famille que j'avais choisie, c'est pas sympa. Ouais. Mais j'ai dit à ma mère, ben voilà, on va tout arranger. Je pars chez la maman de ma copine qui était charcutière. Mais ils étaient d'accord pour vous accueillir? Ah ben j'avais pas demandé leur avis. Ah oui, Pour moi, ça se faisait. D'accord. C'était pas réfléchi, c'était quand même jeune. Et donc ma mère était atterrée. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans cette famille? Ah ben j'adorais passer devant la vitrine. Ma copine faisait la caisse en sortant de l'école. Et sa mère était blonde, du vernis à ongles, elle avait tout ce que j'aimais, quoi. Et puis je sais pas, elle avait un truc, on aurait dit dans ma petite tête d'enfant, on aurait dit une actrice, quoi. Elle était tout ce que ma mère n'était pas, en fait. Elle était comment, votre mère? Ma mère, pourtant c'était une jolie femme, mais elle était très comme il faut, et moi j'étais plus, j'avais envie de clinquant, j'avais envie de la famille Groseille. Voilà. Vous l'avez vu, ce film? Bien sûr que je l'ai vu. La vie est un long fleuve tranquille. Ouais. Alors c'est caricaturé évidemment. Évidemment. Heureusement, mes pauvres parents ne sont pas comme ça. Mais si on pousse le trait, petite, oui, je pense que j'étais un peu Groseille. Voilà. Plus Groseille que comment ils s'appelaient les autres? Le Quénois. Alors Yvonne, selon vous, pourquoi Guillemette avait-elle si peur de parler de la façon dont sa famille vivait? Ben, je crois que il y a bien sûr la différence, mais au-delà de la différence, il y a d'autres choses. Il y a d'une part un refus de s'identifier à sa maman, c'est-à-dire que non, je ne veux pas être comme elle, donc je veux être différente parce que je suis sensible et dans cette famille, je ne me trouve pas à ma place. Dans cette famille, on n'ose pas dire la révolte. Et finalement, cette violence par rapport vous aviez envie d'être violente quelque part et vous n'arriviez pas à le dire, vous n'arriviez pas à exprimer et surtout à exprimer votre soif de tendresse. On sent dans votre discours que vous aviez l'impression d'être carencé en amour et surtout en amour maternel. Je dis bien, c'est votre ressenti. Donc vous étiez plutôt du côté de la créativité et cette ambiance protocolaire pour vous, c'était de la froideur. C'était lourd mais froid. Et vous aviez tellement besoin d'être enveloppé et d'aller chez cette charcutière par exemple. Ça respirait elle était la soupe généreuse. Pardon, ça respirait la générosité, ça respirait l'odeur des bons plats. C'était pas protocolaire. Non. Michel. Bonjour Michel, merci d'être là aujourd'hui. En quoi vous reconnaissez-vous, Michel, dans ce qu'Yvonne vient d'expliquer? Effectivement, il y a une dimension qui est
le rapport à la mère qui est forcément n'est pas anodin, dans une voilà, où on s'assimile ou on s'assimile pas, voilà. Alors, dans quel milieu avez-vous grandi, vous? Alors moi j'ai grandi dans un milieu très particulier qui est celui des chiffonniers de Paris, corporation qui n'existe plus aujourd'hui, avec plusieurs générations. C'était vraiment ça, c'était chez mon autre grand-mère, ma grand-mère maternelle. Voilà. On était, j'y allais souvent le week-end pour soulager ma mère qui avait 4 enfants. Donc là, voilà, j'évoluais dans ce milieu-là. Donc, c'est quoi, Mais une ça maison en n'était bois? pas mon milieu habituel. Vous, Voilà. vous viviez dans Nous, quelle maison? On vivait dans une maison en dur quand même. Et on n'était pas dans le quartier des chiffonniers. Il y avait voilà, cette petite différence. Du coup, j'appartenais à aucun milieu. Et voilà, ça c'est ma maison, hein, très, très modeste. Elle est dans les années 20, celle-ci. Moi, je suis née 30 ans plus tard. Mais voilà. Il y avait le confort? Alors, on n'avait aucun confort. Ouais. Voilà, il n'y avait aucun confort. On avait l'eau. C'était le seul confort qu'on avait. Et pas d'électricité, pas de chauffage? L'électricité, oui, bien sûr, mais pas de chauffage. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une cuisinière qui chauffait la cuisine. C'était la seule pièce où tout le monde était. On était 7 en tout. Et sinon, dans les chambres, on faisait un petit peu de feu dans ces petites salamandres. Et puis, à 2 heures du matin, il n'y avait plus de chauffage. Voilà. Et puis, étant d'une famille d'origine modeste, on avait une nourriture aussi qui était un petit peu différente. Vous mangiez quoi? Ah, on mangeait beaucoup d'abats. C'est-à-dire, on mangeait ce qu'on appelait du mou, c'est du poumon de veau. On mangeait de la tétine de vache. De la tétine? Ouais. La tétine de vache, ça se présentait en steak. Ça a une consistance horrible. Mais voilà. Du cœur, voilà. Il y avait beaucoup d'abats. Mon père, on avait quelques lapins, donc de temps en temps, il y avait un lapin qui était tué. C'était la fête? C'était le gala, voilà, c'était le dimanche. Un peu de viande rouge. Bon, après, les choses se sont améliorées au fil des années, mais ça, c'est quand même une condition qui a duré un certain moment. Est-ce que vous alliez à l'école? Oui, bien sûr. Est-ce que, comme Lise, vous avez éprouvé de la honte en subissant les regards des autres Mais enfants? complètement. C'est vraiment en arrivant à l'école, oui, où là, il y a une dichotomie totale entre ce qui se passe chez moi pour moi et l'image, effectivement, que ces enfants vont me renvoyer. C'est-à-dire que un jour, j'ai le malheur j'ai le malheur parce que ça a été très difficile à vivre. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Ou je sais pas, parce qu'on restait pas à la cantine, on rentrait manger. Et je dis du mou, moi, tout naturellement, puisque c'était normal pour moi. Et excusez-moi, je le mets entre guillemets, j'ai entendu « Ah, mais c'est dégueulasse, c'est de la bouffe pour les chats ». Voilà. Et puis, on me disait que je sentais mauvais, parce que j'avais des vêtements trouvés dans les poubelles, ce qui était totalement faux, mais voilà. C'était... je me suis longtemps demandé si je sentais mauvais. C'est douloureux. Hein? Très douloureux. Ouais, ça laisse très des humiliant, très dévalorisant. Est-ce que vous avez quand même pu continuer votre scolarité? Oui. Au Ça vous a contraire, j'en ai dégoûté? fait ma différence. C'est ça. J'ai été une excellente élève. Mon père avait une culture personnelle très importante. On n'avait pas la télé, donc il lisait beaucoup, on discutait beaucoup, il transmettait beaucoup. Plus à moi qu'aux autres, parce que bon, les autres, vraisemblablement, ça les intéressait beaucoup moins. Et il avait été remarqué, et donc il a eu l'opportunité de rentrer comme ingénieur, ce qu'on appelait les ingénieurs maison à l'époque. Les gens étaient formés sur place, sans diplôme, juste voilà, en apprenant le métier, parce qu'il en avait les capacités. Et il a refusé ce poste. Où il trouvait les livres qu'il dévorait? Ah bah beaucoup dans les poubelles. Dans les poubelles? Ouais. Mais oui, parce que tout ce qui est papier, voilà, beaucoup de journaux aussi, puisque ils avaient le secteur des grands quotidiens, donc tous les invendus, etc., étaient récupérés. Il avait un amour du livre qu'il m'a passé, il m'a transmis, pardon, et donc... Pourquoi il a refusé le poste? Il a refusé. Pourquoi? Alors, ma mère a bien sûr crié au scandale. Ça a été terrible pendant des jours et des jours. Et moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais maman n'est pas contente. Là, je devais avoir 8 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que... Enfin, je lui ai pas dit qu'est-ce qui fait parce que je parlais pas comme ça à cette époque-là. Pourquoi tu as refusé? Il m'a dit, tu comprends, si je suis ingénieur, je vais être obligée de mettre un costume.
Et si je mets un costume, je ne pourrais plus m'asseoir au bord du trottoir. Il avait cette conscience de la différence qu'il assumait et dont il m'a appris à faire autre chose. Voilà. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire dans Si, dans mon mais propos. j'ai du mal à comprendre pourquoi il ne voulait pas s'élever socialement. Pourquoi il tenait à rester assis sur son trottoir. Ça, c'est difficile de vous répondre parce que je ne suis pas dans sa tête. Mais est-ce qu'il n'avait pas peur, justement, peut-être, d'affronter le regard des autres Oui, complètement. dans Je pense qu'une l'entreprise fois, où voilà, il allait travailler? certainement qu'une fois pour toutes, il avait... on recevait jamais personne. J'avais pas de copine qui venait à la maison. Il y avait vraiment quelque chose comme ça qui était mis en place. Il y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de haine. Il y avait une acceptation de la différence. Il y avait 5 générations au-dessus. Hein. Vous avez eu le temps de s'habituer et d'avoir cette culture de la différence. Et effectivement, sans doute peut-être la peur, effectivement, de ne pas être... Certainement. Voilà, certainement. Ne pas Oui. oser se confronter aux autres. Voilà. Alors, c'est en classe de 3e que vous avez commencé à essayer de vous éloigner de ce monde dans lequel vous avez grandi. À ce moment-là, quelle décision avez-vous prise? Je vais me marier. Je vais me marier. Je vais tomber En amoureuse. Oui, je me suis mariée, j'avais 16 ans. Et Tomber amoureuse enfin non, de j'étais en qui? seconde en fait. Voilà. En 3e, je tombe amoureuse de mon professeur d'éducation physique. Qui était beaucoup plus âgé que vous? Eh bien oui, il avait 7 ans de plus que moi. Hum. Et puis, bon, moi je faisais beaucoup de sport, lui aussi. Il était enseignant, c'était un peu un rêve aussi pour moi. Donc, il était d'un milieu, d'une famille enseignante. Et du coup, pour moi, j'accédais à quelque chose de différent, forcément. Je vais entrer dans un milieu d'enseignants, dans un milieu plus, je dirais, plus confort, il y a plus de confort, etc. Mais je me marie aussi avec quelqu'un qui est très brillant. C'est un garçon brillant. Ce que j'appelle brillant, il y en a peu. S'il écoute l'émission, je peux encore le lui redire. Il était extrêmement brillant. Un sportif de haut niveau, champion d'Europe de gymnastique, enseignant, musicien. Il jouait de plusieurs instruments. Nous avions une voiture de sport parce qu'il pratiquait la mécanique automobile aussi à ses heures perdues, karting, etc. Voilà. C'était vraiment quelqu'un de très brillant. Et je n'ai pas pu suivre. Vous avez eu un enfant tous les deux? Oui, je me suis mariée. Mais est-ce que vous avez pu continuer à faire des études? Alors, après ma 3e, j'étais entrée en école d'art sur concours. Et donc, du coup, lorsque j'étais enceinte, j'étais obligée d'arrêter mes études. Et lorsque ma fille est née, j'ai voulu reprendre donc des cours par correspondance, parce que j'avais toujours ce truc de devenir enseignante. Et j'ai lâché assez vite parce que le gouvernement, vous savez, c'est toujours... un coup, ça s'appelait l'école normale à l'époque, hein, qui est devenue UFM. Un coup, il y a l'UFM, un coup, il y a l'école normale. C'était l'internat, c'était 3 ans d'études, etc. Et ce n'était pas concevable avec l'éducation de ma fille. Donc, j'ai complètement lâché ce projet, ce rêve. Alors, 6 ans après votre mariage, alors que vous aviez épousé cet homme brillant, vous avez divorcé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était trop brillant pour moi. Quoi, J'avais du mal à étiez suivre. complexée? Non, mais j'étais, si vous voulez, je ne pouvais participer à rien. C'est pas qu'il me rejetait, hein, j'étais tout à fait acceptée, mais je me sentais pas, il n'y avait pas la complicité ou parce qu'on doit, ce qui me semble être légitime de faire avec son Mais par mari ou exemple son conjoint. Par exemple, c'est quelqu'un qui rentrait et qui tout de suite se mettait au piano jusqu'à l'heure du repas, ou il avait toujours des choses dans la tête. Bon, on mangeait pas ensemble, il avait toujours des trucs à faire, etc. Et puis, c'est l'été, il est parti en vacances sans moi, il faisait beaucoup de plongée, avec notre fille. Hein, ça, alors là, notre fille a été complètement, presque aspirée par lui. Hein, sport d'hiver,
plonger l'été, etc. Voilà. Vous nous raconterez tout à l'heure. tout ça. Voilà. Yvonne, nos téléspectatrices pourront retrouver toutes vos réactions du jour dans la rubrique Toute une histoire sur france2.fr. Peut-être que vous qui êtes chez vous, vous avez aussi déjà ressenti un sentiment de gêne en évoquant vos racines. Eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Toute une histoire. A tout de suite, après ces quelques messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez témoigner dans Toute une histoire. Vous n'avez jamais souhaité devenir mère, mais maintenant que vous n'êtes plus en âge d'avoir un enfant, vous regrettez ce choix de vie. Vous avez toujours privilégié votre carrière et lorsque vous avez enfin voulu fonder une famille, il était trop tard. Après plusieurs avortements, vous avez finalement ressenti le désir d'être mère, mais vous n'avez jamais réussi à retomber enceinte. Votre conjoint voulait un enfant, mais vous avez toujours refusé et depuis qu'il est décédé ou qu'il vous a quitté, vous vivez dans le regret. Vous n'avez jamais voulu avoir d'enfant, mais depuis que vous êtes ménopausée, vous songez à adopter. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous à notre site internet. Nous sommes de retour pour la suite de Toute une histoire. Nos invités ont tous eu du mal à accepter d'être nés dans un milieu différent. Ils sont venus aujourd'hui nous parler de cette enfance, pas toujours facile à assumer aux yeux des autres. Et on va ouvrir la deuxième partie de cette émission, Accepter d'où l'on vient. On va revenir à l'histoire de Lise, qui est née dans un milieu très défavorisé. En grandissant, vous avez tout fait pour vous éloigner du milieu dans lequel vous avez grandi. Ouais. Vous êtes senti humilié à l'école, humilié par le regard des autres, Ouais, jugé. ce qui vous a poussé à abandonner votre scolarité et vous le regrettez aujourd'hui. Comment vous y êtes-vous prise donc pour tenter de voler de vos propres ailes et vous éloigner de ce milieu d'enfance? J'ai dû d'abord quitter mes parents. Parce qu'ils travaillaient beaucoup, ils étaient dans leur monde et ça ne correspondait pas du tout à ce que moi je voulais. Donc, Ils vous ont pas, ils n'avaient pas besoin de vous pour travailler auprès d'eux? Si, bien sûr, dans l'idéal, surtout de mon papa. Donc ils ont du mal il avait des projets. ce départ. Oui, mon papa beaucoup. Ma maman, je pense aussi, mais elle l'a moins exprimé. Oui. Elle me laissait faire mes choix. Donc ça veut dire que vous êtes parti en vous fâchant un peu avec eux? un petit peu avec mon papa, oui. Oui. Mais je savais que ça allait pas durer. Ah bon? Donc j'ai pris le risque. Ok. Parce qu'il vous aimait tellement que... Oui, oui, je suis sa fille, donc voilà. Puis moi aussi, je leur en veux pas tout ce qu'ils m'ont fait vivre parce que ils m'ont apporté beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, surtout au niveau du travail. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ils ont toujours cru en moi, donc malgré tout. Alors quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous ferez plus tard quand vous serez grande? Quand je serai grande, voyager. Avoir des enfants. Professionnellement, vous avez d'autres envies? Pour l'instant, non. Pour l'instant, continuer à apprendre. Et votre papa? Il est fier de moi. Il me dit, je suis fière de toi. Tu es bien ma fille. Alors, on sent quand même que l'amour, il y a une bonne confiance de base quand même, une bonne construction de base. Il y a une sécurité affective qui est bien installée. Mais alors, ce qu'on peut dire aussi, Alice, c'est que quand on grandit comme ça, peu à peu, on les fait progressivement parce qu'il y a beaucoup d'humilité encore chez vous. Et on a peur que quand on réussit, quand on vient d'un milieu très modeste, la réussite, c'est comme si on n'était pas encore totalement à sa place. Il faut du temps pour s'installer à sa place. Comme si on trahissait nos origines. Ça, on l'a retrouvé chez Michel, c'est-à-dire cette notion de trahison dont votre père parlait. On fait partie de nos origines sociales, on en a besoin parce que ce sont nos racines et on est dans un autre monde avec d'autres codes. Et donc, c'est difficile de trouver sa place, comme on évoquait tout à l'heure. Quand on grimpe comme ça d'un coup... Très vite, voilà. Il faut se retrouver un peu. Et sur le plan affectif? Sur le plan affectif, je viens juste de rencontrer quelqu'un, donc pour l'instant tout va bien. Bon, depuis peu alors? Depuis peu de temps, oui. Il va découvrir des choses sur vous en regardant l'émission ou il sait déjà tout? Il ne savait pas quand je l'ai rencontré et le fait de faire cette émission, il ne connaissait pas mon passé, mes études, ça, je n'en avais pas parlé. Forcément, c'était tout début. Et quand j'ai su que je faisais l'émission, je me suis dit, bon, je vais le dire à la France entière, je vais bien peut-être lui dire avant. Donc j'en ai parlé avant de venir, oui.
ça a été un peu... Mais vous avez délicat. toujours aussi honte? J'ai pas envie qu'on me colle, qu'on me voie en moi une pauvre. Je veux pas qu'on Bah, au contraire, on est d'autant plus, ouais, on mais serait j'ai toujours d'autant peur plus qu'on me sensible colle à votre l'étiquette parcours. pauvreté. Voilà. Je voudrais qu'on voie plutôt là où j'en suis maintenant, quoi, le chemin parcouru. Donc c'est encore un peu- Guillemette, vous, qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir mieux dans votre peau? Est-ce que vous avez fini par changer de famille comme vous l'espériez? Alors, Vous espériez rejoindre chez votre ami dont les parents étaient charcutiers. Voilà. Alors, Vous y êtes allé? Non, 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 on m'a arrêté à temps, heureusement, heureusement. Et quand j'y pense, je me dis si mon fils ou ma fille m'avait fait ça, ça aurait été terrible, quoi. Ah ouais. C'est insensé, c'est insensé. J'ai commencé un peu à voir le bout du tunnel quand, en fait, je suis partie en pension. Parce qu'on était dans une petite ville et il y avait comme deuxième langue que l'italien. Il n'y avait pas de latin. Et évidemment, c'était pas compatible avec ce que ma mère, Il fallait que vous mes fassiez parents quoi? voulaient nous donner. Donc on est parti en pension. Il fallait que vous y a eu- fassiez latin, grec. latin, j'y ai échappé. Mais par contre, au moins, anglais, espagnol. Ouais. Alors ma mère m'a fait une année de l'espagnol, donc elle m'a encore mis en marge, c'est-à-dire que je n'allais pas en italien, mais c'est elle qui me faisait des cours d'espagnol. Et après, je suis partie en pension. Donc pour moi ça a été génial parce que c'était la vraie liberté. Pourtant c'est une pension quand même. Il y en a plein qui se disent attends la pension c'est la prison. Moi ça a été totalement l'inverse. Et je me suis quand même confrontée au regard des autres. Et d'ailleurs il y a un truc qui était rigolo, c'est que quand je suis arrivée, je me rappelle j'arrive dans mon box le soir et je mets une robe de chambre que ma mère m'avait faite. Robe de chambre fermée jusqu'ici, à carreaux bleu marine. Et là, tout le monde éclate de rire. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et là, je me suis aperçue qu'il fallait que je me recale, quoi. J'étais complètement à côté de la plaque. Mais j'étais assez volontaire, donc je me suis fait des copines. À mon avis, vous n'avez pas mis longtemps à vous recaler, vous. Non, Hein? mais il fallait quand même faire des efforts parce que je me rappelle aussi être arrivée en jupe et ne pas avoir les jambes épilées. Et là, pareil, ça a été l'horreur. Enfin, je savais même pas tout ça, je le savais pas moi. C'était pas des trucs que mes parents nous apprenaient. Donc j'étais décalée. Et à mon avis, vous êtes devenue la meneuse de la Ouais. pension. Vous avez dû faire les 400 coups, vous. Ouais, c'était trop sympa. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait dans cette pension? Qu'est-ce qu'on faisait? Oh, c'était la liberté. J'ai le souvenir d'un truc complètement dingue. Donc, on était quand même assez serrés. Mais alors, l'interdit était drôle parce que bon, c'était pas mes parents. Et j'ai le souvenir d'avoir fêté la liberté de la femme en jetant nos soutiens-gorge par-dessus la cour. Enfin, des trucs idiots, mais c'était juste pour dire qu'on était libre, quoi. Donc ça, C'était une pension mixte? Ah non, il y avait les garçons en haut. Oui, mais les garçons, le dortoir des garçons était... Il y avait 2 endroits. Donc il y avait les garçons qui dormaient en haut, les filles, on se rejoignait pour certains cours. J'imagine que le projet, c'était de rejoindre les garçons à un moment donné. Ah ben, bien sûr, surtout ceux qui avaient des motos. Enfin oui, non, évidemment. On était vraiment... Est-ce que vos parents ont été convoqués à plusieurs reprises, peut-être Pas du tout, non, parce non. que j'étais... non, je me tenais quand même... L'éducation était là et je savais très bien quand il fallait... Non, j'étais pas... J'avais juste envie de... Voilà, donc mes copines étaient évidemment les plus délurées. Ouais. Et donc, je me suis retrouvée à chaque fois dans des milieux qui n'étaient pas le mien. J'évitais à tout prix tout ce qui pouvait ressembler à ma famille. Alors, quand vous avez atteint la majorité, vous avez décidé de prendre le contre-pied, évidemment, de l'éducation complètement. qu'on vous avait donnée. Donc là, vous vous êtes mise à fréquenter quel genre de personnes? Des gens pas forcément bien. Donc, tous mes copains étaient des bad boys. J'allais de traviole, quoi. Sans même réfléchir, il fallait que j'aille contre. Donc ça m'a pas forcément porté chance. Alors, ça veut dire quoi? Vous avez eu des relations difficiles? Ah ben compliqué, oui. Quand je suis allée quand même dans les extrêmes. Ah oui. Carrément. Genre, vous avez... J'étais aux Beaux-Arts, donc qui dit Beaux-Arts dit gens farfelus, et je suis tombée là où c'était le plus farfelu, quoi. Donc qui vous a récupéré? Qui m'a récupérée? Malgré tout, mes parents. Ils ont compris que... Au bout d'un moment, il n'y avait pas le choix, quoi. Il n'y avait pas le choix, c'était pas possible. Et puis ensuite, vous avez fait une rencontre?
Ensuite, alors comment ça s'est passé une rencontre? Vous voulez parler de mon mari? Ben oui. Oui. Je sais pas. Alors, Donc, donc, vous avez eu votre diplôme aux Beaux-Arts? j'ai mon diplôme. Bon. Vous avez commencé à travailler? J'ai commencé à travailler. Mes parents m'ont récupérée in extremis. En tant que quoi vous avez travaillé? Je me suis retrouvée dans une agence de pub. Et ensuite, j'ai travaillé pour un photographe. Donc, j'étais styliste déco. Donc, dans chez un milieu photographe. artistique, celui que vous Dans un souhaitiez. milieu artistique, voilà. Et je ne sais pas, tout d'un coup, je me suis dit, allez, je pars à Paris. Donc là, une nouvelle vie a commencé pour moi. Ouais. Et quelques années après, je rencontre mon mari, qui, lui, avait vraiment la tête d'un rocker, mais qui avait une famille qui était quand même pas si mal que ça. Je suis sûre. Je suis Voilà. sûre que c'est quand même quelqu'un de bonne famille. Voilà. Mais la tête d'un rocker quand même. Oui, oui, oui. Complètement dans sa musique, jouant de la guitare. Tout le monde me disait, non mais attends, te marie pas avec lui, il a que sa guitare, il n'y a que sa guitare qui compte. Et moi je me suis dit, bah non, j'y vais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, à part la guitare? À l'époque, il travaillait dans un studio d'enregistrement et il faisait de la guitare. Ah ouais. C'est tout. Et aujourd'hui, il fait toujours la guitare? Non, 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 il est financier, il fait toujours de la guitare. Ah. Mais il est quand même financier. Ah bon, mais donc il avait fait des études de finance Oui, oui, alors? oui, mais à l'époque, je ne savais pas, ça ne m'intéressait pas. C'était juste le bonhomme qui m'intéressait. Bon, et le mariage? Alors, le mariage, je ne sais pas si on voit la photo de. Alors, ça, C'était c'était la un veille du mariage, avec ma mariage robe au château dans un espèce de papier craft. Donc, ça, c'était la veille d'un mariage. Alors, qui organisait Et voilà. le mariage? Hein? Qui Mes organise- parents. Ah bon, donc ça s'est fait au château? Mes parents, je leur avais dit, écoutez, c'est simple, si vous voulez qu'on se marie comme ça, si ça vous fait plaisir, moi j'arrive la veille, je ne m'occupe de rien, et c'est tout. Bon. Et donc, même la robe, tout ça? À la robe, si, quand même. Je me rappelle, mais je choisissais pas vraiment, quoi. Je suis pas allée au bout de mon truc. Je me rappelle, j'avais une robe dos nu et ma mère m'avait fait faire un caraco, parce que dos nu à l'église, surtout pas. Donc en fait, j'étais partagée, je voulais pas lui faire de la peine puisque c'était elle qui organisait. Et puis j'avais fait quand même. J'avais demandé à mes parents de mettre sur le faire-part, d'enlever comte et comtesse. Je l'ai pas assumé. Et j'avais fait un faire-part complètement différent pour mes copains. Parce que je voulais pas qu'on me dise, ah là, l'héros de deux, là, ça va pas. Et il avait une queue de pie, votre... Oui, il avait été obligé de louer une queue de pie, il l'a vite enlevée après la messe. Mais c'était un mariage très prout? Très prout-prout? Bah, très prout, pour moi, oui. Il y avait 250 personnes. Voilà, c'est pas... ça a fait plaisir à ma famille, mais moi, je leur ferai pas, quoi. J'ai pas vraiment assumé le truc. Alors, vous avez eu 2 enfants qui ont aujourd'hui 17 et 20 ans. Ils ont reçu quelle éducation? Alors, il y a des valeurs quand même que j'ai gardées, évidemment. Bien sûr. Par contre, je crois que je les ai... voilà, il fallait que je les touche, il fallait que je les embrasse. Ce dont vous c'est aviez vrai manqué. qu'à un moment donné, même ma fille aînée m'a dit, attends maman, t'es pas une gamine, t'es pas ma copine, arrête, quoi. Aujourd'hui, vous faites quoi? Alors, c'est marrant, j'en parlais avec elle, j'ai toujours fait des objets avec de la récup. Donc, je faisais un peu la chiffonnière, quelque part, hein, et j'essayais de remettre des choses en circuit depuis très très longtemps. J'étais styliste déco de plateau, de cinéma, enfin, plutôt de publicité. Et puis après, j'ai écrit ce livre-là, j'en ai écrit un second. Voilà, je voulais essayer d'être moi. Oui, vous avez été publié chez Stock quand même, donc un voilà, vrai écrivain, avec une préface de Jean-Louis Fournier. Ce que j'aurais voulu Fournier. être, c'est cette petite majorette. Bon, Michel, vous avez grandi dans l'univers des chiffonniers parisiens. Dès l'enfance, vous avez eu du mal à affronter le regard des autres et vous avez profité de l'apport de votre père qui vous a toujours élevé intellectuellement. Vous êtes affranchi de ce milieu assez vite puisque vous êtes marié très jeune avec quelqu'un d'extrêmement brillant. Donc vous avez divorcé assez vite, au bout de 6 ans. Et vous êtes revenu vers quelqu'un que vous aviez croisé enfant. Oui. Je me souviens avoir fait cette réflexion auquel je n'avais pas forcément attaché tout le poids nécessaire. J'en ai marre des intellos. Je vais retourner dans mon milieu. Voilà. Et alors? Et alors, c'est 13 ans de vie, c'est 2 enfants, 2 filles. Mais est-ce que ça vous a quand même permis de grandir intellectuellement? Cette période-là, Oui. absolument pas.
Voilà. Absolument. Et vous n'êtes pas ennuyée? Je m'ennuyais beaucoup. Mais voilà, il y a eu une cassure énorme. Mon père est décédé au mois d'août. Ma mère est décédée 6 mois après. Elle est morte de chagrin. En 8 mois, il y a eu vraiment... mais je n'ai pas forcément été jusqu'au fond des choses, mais il y a certainement un lien entre tous ces événements. Bien sûr. Voilà. Il y avait quelque chose qui se Oui, il y a un lien. Alors on sûr. sent déjà chez Michel, et surtout dans l'histoire de son père brillant, qui transmet des valeurs, qui lui-même a dû avoir une forme de honte sociale, mais qui maîtrisait parfaitement bien. Et ça, il a voulu vous en sortir. Et quand on lui a proposé ce poste d'ingénieur, ok, c'était bien, il était effectivement capable de l'assumer. Mais il quittait son milieu, c'était le trahir. Donc il préférait rester avec ses repères. Et vous, qu'avez-vous fait? Vous aussi, vous avez voulu vous hisser à ce poste d'ingénieur en épousant un homme brillant. Et vous êtes retourné à vos valeurs, c'est-à-dire aux valeurs du monde modeste, parce que c'est là que vous sentiez la chaleur de la transmission, de la culture, et c'est là où vous vous ennuyez pas. Comment il a vécu, votre père, que vous retourniez dans ce milieu Assez mal. J'imagine. Assez mal. Il devait espérer autre chose pour vous. Sans doute. Il a mis 1 an avant de recevoir mon second mari. J'imagine. Bon, il y avait aussi quelques raisons, c'est qu'il ne travaillait pas. Donc la valeur du travail chez nous était essentielle. Donc ça, c'était quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il n'a jamais compris pourquoi j'avais choisi à un moment cet homme-là. Et ma mère, elle n'a jamais compris pourquoi j'avais quitté mon premier mari. Ouais. Elle m'a dit, je ne comprends pas, tu avais tout. Alors, comment vous l'analysez, Yvonne? Parce que c'est très intéressant quand même, ce parcours. Pourquoi elle quitte ce premier mari trop brillant? Pourquoi elle s'oublie en étant avec un homme qui manifestement n'est pas à son niveau? Elle passe d'un extrême à l'autre, là. Oui, c'est-à-dire son mari brillant, c'était une manière de combler un rêve aussi de grandeur, un peu comme Sofiane. Et là, je vais enfin être quelqu'un, je vais être reconnue. Donc, il y a cette première phase de votre vie où vous aviez l'impression, effectivement, d'être comblé pour une fois et d'effacer et de gommer vos différences et vos différences sociales. Et ensuite, vous saviez au fond de vous que l'amour n'était pas de ce côté-là. L'amour, il était du côté de ce que vous aviez connu enfant, c'est-à-dire de la modestie, de l'humilité et des vraies valeurs de l'authenticité. Et c'est ça que vous avez retrouvé. Et de la famille aussi. Et de la famille. Mais elle savait aussi au fond d'elle qu'il fallait qu'elle aille au bout de son aspiration intellectuelle. Alors c'est quoi vous en êtes où aujourd'hui? Alors j'ai rencontré mon 3e mari, qui lui aussi est issu dans le milieu professionnel. En fait. Oui. Il était voilà, il travaillait aussi dans le même milieu que moi, et c'est quelqu'un qui est issu aussi d'un milieu social plus élevé que le mien. Vôtre. Absolument. Voilà. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble. On s'est très bien entendu immédiatement. C'est quelqu'un qui n'a jamais, à aucun moment, comment je pourrais vous dire, il s'en fiche complètement. De quoi? Du milieu dont je suis issue. Et, il vous aime tel que vous êtes? Oui. Il aime qui vous êtes? Il trouve même que c'est super d'avoir réussi tout ce parcours. Voilà. Et alors, j'imagine que professionnellement, vous avez gravi les échelons? Oui, c'est passé par tout un tas de phases. Et à 52 ans, nous sommes parisiens. Je suis parisienne d'origine, vous l'avez compris. Et puis, pour des raisons professionnelles, nous sommes partis en province. Nous habitons la province depuis 17 ans. Et j'ai pas retrouvé de travail en province. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Et à 52 ans, je rencontre quelqu'un parce que j'ai quelques petits problèmes avec une de mes filles. Des problèmes relationnels assez récurrents et assez importants. Et je vais rencontrer cette personne qui va m'ouvrir à la réflexion, au développement personnel, etc. Et là, je vais toucher plein de choses, forcément. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. Lequel? Alors, au départ, je suis formatrice en communication relationnelle. Ça veut dire aider les gens à communiquer différemment, de façon à être mieux dans leur quotidien, dans leurs relations. Mais ça demande, bien sûr, en toile de fond, toujours, souvent, une remise en question personnelle, et c'est les accompagner
à prendre confiance en eux. Il n'y a pas de hasard non plus. Voilà, à mieux être autant que je peux le faire dans mes accompagnements. Et puis j'ai continué parce que je m'appelle l'éternelle étudiante en fait. Je continue, je suis toujours en formation. Et je suis partie dans quelque chose qui m'a énormément apporté parce que je sentais que j'étais un petit peu limitée au bout de 7 ans dans mes apports. Et j'ai commencé une formation en analyse transgénérationnelle dans les systèmes familiaux. Et là, voilà, forcément. Et là, j'ai vraiment touché. Bravo pour ce parcours. Merci. Merci à tous les 4 d'avoir eu le courage de briser le silence sur notre plateau et de nous avoir raconté vos parcours. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am.